J'ai des loirs qui sont venus s'installer dans ma grange. Alors, dans tous les endroits assez reculés, genre chez moi, c'est un animal qui est assez courant dans les constructions comme ma grange parce qu'il aime bien s'installer, entre autres, dans les combes des bâtiments. Du coup, si vous vivez un peu loin de la civilisation, eh bien, c'est un animal que vous avez des chances de croiser chez vous. Et donc, je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler parce qu'en définitive, le loir, c'est une bestiole qui est plutôt mal connue. Et puis aussi, tant qu'on y est, on va répondre à une question fondamentale qui donne son titre à cette vidéo. Est-ce que ça se mange, les loirs? Et comme vous allez le voir, la réponse à cette question va amener une autre question qui est encore plus intéressante. Le loir ressemble un peu à un écureuil, il a le même type de queue touffue, ce qui fait qu'il y a des gens qui le confondent avec l'écureuil, mais génétiquement, il est plus proche du cochon d'Inde que de l'écureuil. Un écureuil, ça ressemble plutôt à ce que vous êtes en train de voir à l'écran, là. Le loir, lui, quand il finit par montrer le bout de son nez, il ressemble à ça. Il est considéré comme un rongeur, mais il appartient à un embranchement différent de celui des rats ou des souris. En fait, si on devait résumer en une phrase, je dirais que le loir, c'est une grosse souris avec une queue d'écureuil. Il peut être perçu comme un nuisible lorsqu'il investit les habitations. Le loir peut faire des dégâts en installant ses nids dans les recoins de la maison, notamment les tiroirs, ou aussi en dévorant certaines des denrées alimentaires dans les placards. C'est un animal qui fait également beaucoup de bruit, il a un cri extrêmement strident, et lorsqu'il ronfle, souvent, son ronflement va être d'un niveau sonore vachement élevé. Alors si vous souhaitez déloger ce petit mammifère de votre habitation, il ne faut pas utiliser un anti-rat parce que ça va avoir un effet néfaste sur toute la faune et sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Moi, les loirs que vous voyez là, je les ai capturés dans des cages, puis je les ai relâchés dans la forêt à plusieurs kilomètres de ma ferme. Après, une fois qu'on les a virés, donc, il y a plusieurs techniques dissuasives qui peuvent être mises en place pour que le loir ne revienne pas s'installer dans la maison. Comme c'est un animal qui a un odorat très développé, il va être sensible au poivre, au vinaigre et aux huiles essentielles qui ont une forte senteur, comme par exemple l'eucalyptus. Il est aussi possible d'utiliser de l'encens pour enfumer les loirs qui se réfugieraient dans les combles, et cette méthode est l'une des plus efficaces pour les déloger sans pour autant avoir à les massacrer. Vous allumez tout simplement des encens dans vos combes et la fumée devrait suffire à les empêcher de s'installer. Et si vous utilisez des pièges comme je l'ai fait, il faut éviter de le faire pendant la période de juin à septembre parce que c'est la période où il y a les jeunes. Du coup, si durant cette période une mère est capturée, alors comme les petits sont dépendants d'elle, ils vont certainement mourir. L'automne et l'hiver sont également des périodes déconseillées pour attraper et relâcher des loirs parce qu'à ce moment de l'année, ils risqueraient d'avoir du mal à trouver une quantité suffisante de nourriture pour subsister. Alors la petite astuce pour attirer des loirs, c'est que vous pouvez disposer des graines et des morceaux de pommes hors de la cage et puis quelques graines et quelques morceaux de pommes dans la cage. La capture va mettre le loir dans un grand état de stress, donc pour diminuer cet effet, il y a des gens qui mettent de la paille ou des feuilles au fond du piège. Après, une fois que vous l'avez capturé, rendez-lui la liberté dans la forêt et il y sera très bien. Lors de la relâche, il faut surtout pas prendre le loir par la queue parce qu'il pourrait s'en défaire et perdre sa queue. En fait, c'est un système de défense du loir contre ses prédateurs qui pourraient l'attraper par la queue. Si un prédateur attrape un loir par la queue, alors celle-ci va se déchirer et les vertèbres caudales vont se dessécher avant de tomber. En fait, un fourreau de peau se détache au bout en laissant en place les vertèbres caudales. Il va y avoir juste un léger saignement. La partie dénudée sèche et puis quelques jours après elle tombe et puis l'extrémité de la queue cicatrise très rapidement et normalement le loir survit. Par contre sa queue elle repoussera pas. Ça s'appelle l'autospasie et c'est la capacité d'un animal à perdre un membre, sa queue donc par exemple, quand elle est retirée ou retenue prisonnière quelque part. La queue ne se régénère pas mais l'animal reste en bonne santé contrairement à l'autotonomie où l'animal perd volontairement son membre par un réflexe nerveux et où le membre se régénère spontanément. Et là, après ces petites considérations sur le loir, on en arrive à la question fondamentale posée par cette vidéo. Est-ce que ça se mange, les loirs? De nos jours, il est toujours consommé dans certains pays d'Europe de l'Est. Il est cuisiné en goulash, frit ou grillé. Il a une texture en bouche qui est comparable à celle du lapin ou du lièvre, mais sa viande est moins grasse. Alors chez nous, en France, on n'en mange plus, mais nos ancêtres en mangeaient. À l'époque romaine, c'est un mets qui est considéré comme extrêmement raffiné. Le loir, pour les Romains, c'est de la haute gastronomie. Les Gallo-Romains en faisaient l'élevage, comme on élève aujourd'hui des lapins ou des poules. Ils étaient parqués dans des enclos et nourris avec des fruits secs. On les consommait en automne, juste avant leur période d'hibernation, parce que c'est le moment de l'année où ils étaient les plus gras. En fait, le loir, c'est un animal qui hiberne pendant 7 mois à peu près, d'où l'expression d'ailleurs dormir comme un loir. Et donc il faisait des stocks de gras avant son hibernation. Donc juste avant l'hiver, c'est le meilleur moment pour manger du loir. On a un savant romain du 1er siècle de notre ère qui a écrit un passionnant traité d'agriculture sur lequel il faudra que je vous fasse une vidéo un jour. Et ce savant, c'est Varron, qui nous donne plein d'informations sur la manière dont nos ancêtres produisaient leur nourriture.
Et il se trouve que Varron, les Loirs, il en parle plusieurs fois dans son traité en nous détaillant les techniques qui étaient utilisées pour les élever. L'enceinte où l'on élève les Loirs ne ressemble en rien à celle qui est réservée aux escargots, puisque au lieu d'eau, ce sont des murailles qui l'environnent. Ces murailles doivent être en pierre lisse ou bien crépillant dedans pour que les Loirs ne puissent trouver jour à s'échapper. On plantera dans cette enceinte de jeunes chênes qui portent du gland, et quand il ne s'en trouve point sur les arbres, il faut en jeter aux Loirs, ainsi que des châtaignes qui peuvent leur servir de nourriture. Il y sera pratiqué des trous assez larges pour qu'ils puissent y faire leurs petits. Ne leur prodiguez pas l'eau, les Loirs boivent peu, ils aiment être à sec. On les engraisse dans des vaisseaux tels qu'on en voit dans beaucoup de fermes et qui ne ressemblent point aux vaisseaux ordinaires. Les potiers qui les fabriquent ont soin d'y pratiquer sur les côtés des rainures et un enfoncement servant à passer à ces animaux la nourriture qui leur convient, et qui constitue en gland, noix ou châtaigne. On pose par-dessus un couvercle et, privé de jour, ces Loirs engraissent promptement. Bon, comme vous l'avez compris, la réponse à la question « Est-ce que les Loirs se mangent ?» est « Oui. Oui, les Loirs se mangent. » Mais ce qui soulève une autre question, si les Loirs se mangent, si nos ancêtres en mangeaient et si plein de gens sur Terre continuent à en manger, alors pourquoi est-ce que nous on n'en mange pas? Au premier abord, on pourrait supposer que peut-être ça coûterait trop cher à produire. Après tout, nos ancêtres gallo-romains qui mangeaient des Loirs avaient aussi des milliers d'esclaves pour les élever, et c'était de toute façon considéré comme un mets raffiné, donc réservé à l'élite. Donc peut-être qu'aujourd'hui la viande de Loire coûterait trop cher à produire. Mais même ça, si on y réfléchit, ça tient pas la route parce que même aujourd'hui, on a des mets de luxe qui coûtent très cher à produire. Les truffes, par exemple, ça coûte une fortune, et le safran aussi. Le foie gras, pareil, ça coûte les yeux de la tête. Donc même si la viande de Loire coûtait trop cher à produire, il y aurait de toute façon des gens qui peuvent s'en payer. Donc non, c'est pas vraiment ça la raison. En fait, la raison est culturelle. L'alimentation, c'est un pilier des cultures. Chaque culture a la sienne, c'est pour ça que les urbains vont manger dans des restaurants grecs ou japonais, pour goûter la culture japonaise ou grecque, ou chez McDonald's pour déguster la gastronomie américaine. Ce que l'on mange, c'est comme la manière dont on s'habille ou comme l'apparence des bâtiments dans lesquels on vit, c'est un élément de notre culture nationale. Et dans la culture française, on mange pas de Loire. Voilà pourquoi personne ne fait d'élevage de Loire. Manger des Loirs, c'est pas français, comme il est pas français de manger des chiens, et comme il est pas britannique de manger des cuisses de grenouille. Et ça marche aussi avec les plantes. Il y a tout autour de nous des centaines de plantes qui se mangent et que nous ne mangeons pas, parce que notre culture nous fait penser qu'une salade, ça ressemble à ce que vous êtes en train de voir sur votre écran. 80% des plantes qui nous entourent sont comestibles. Donc il n'y a que 20% de toxiques, limite on peut s'intéresser qu'aux toxiques. Une fois qu'on les a captés, les toxiques, on peut manger tout le reste. Ça irait plus vite. C'est ça, en fait il y a 80% de ce qui nous entoure qui est comestible. C'est génial. En fait on est dans l'abondance, mais on ne le sait pas. Quoi. Et c'est à partir du Moyen-Âge où ça a été mal vu de manger des plantes sauvages. C'était un truc de pauvre. Et donc l'agriculture et les plantes cultivées, ça a été un truc de riche. Et ça a été, ça montrait notre classe sociale.